Ah, et on roule, et on roule, et on roule, et on roule. Ben, on roule encore pour un petit bout de temps. Oui. Ouais, À mais- essence ou électrique? C'est important. Là. mais on ça- est rendu mais- là, les ben, défis. on roule à plusieurs formes d'énergie, mais on en reparlera de la F1, parce que la F1 va quitter l'essence. En fait, la F1 va quitter le pétrole, disons ça comme ça. Éventuellement, on va arriver à d'autres choses. Ce ne sera plus l'essence même de la Formule 1. Voilà, exactement. Exactement. On Philosophe aujourd'hui. Ça va, le poète? Ça va être beau. Teilhard de Chardin. J'ai déjà entendu quelqu'un Pardon? parler de Teilhard de Chardin, mais Oui, ça, c'est une autre c'est histoire. une autre affaire, Bon, ça. une On autre est histoire. rendu. Ben, qu'est-ce que vous n'avez pas étudié Teilhard de Chardin au cégep, quoi? Non, le point non. oméga, là, non? Ah, bon, écoutez, Non. ça Ah, comme sera- la neige a neigé, ça là, sera c'est là dans que je me une suis autre- arrêté, ça sera moi. dans un autre épisode de ma D'accord. parole. Ton cégep est en noir et blanc, toi, Pierre. C'est ça qui arrive. Je Ouais, m'excuse, à l'époque où je l'ai c'est ça. vécu, J'ai fait du latin, moi. la couleur Ah oui? commençait. J'ai fait du latin. Ah, tu vois, moi, 4 j'en ai heures de même... latin au secondaire, Ah, tu moi. vois, moi, j'ai fait de la musique au lieu du latin. Tu Ah. vois? Alors, je ne suis pas si rétro que ça. D'accord. La philosophie, c'est peut-être ce qui reste aux Canadiens de Montréal en ce Peut-être. début de Ah, saison. oui, peut-être. Parce que ça a été tout croche en début de saison et il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'équipe, chez les partisans. Je suis sûr qu'il y en a aussi à l'interne, bien qu'on essaie de garder ça à l'intérieur. Et j'aimerais vous amener sur une notion qui a été observable, disons, si vous me permettez le terme, Ouais. au cours des dernières années dans plusieurs sports. Les défaites dans des rencontres importantes, que ce soit une série éliminatoire, que ce soit un match sans lendemain, que ce soit une grande confrontation de tennis, semblent avoir un impact chez le perdant ou la perdante et la difficulté de se relever et de relancer cette carrière. Est-ce que c'est une équation qui se tient d'après toi, Andréane et Marc? J'appelle ça le lendemain de veille, moi. Ouais. C'est souvent ça. Les finalistes de Super Bowl, les finalistes de grandes confrontations, comme tu dis. Je sais pas à quel point ça fait mal. Tu sais, j'ai pas été un athlète de haut niveau, là. Je sais pas à quel point ça vient te chercher intérieurement. Mais oui, il y a des... Comme tu dis, c'est observable. On peut pas le calculer, mais en même temps, on le voit un peu venir. Dans les saisons qui suivent, souvent, ceux qui se sont rendus très loin, ça arrive que c'est difficile. Ce qu'on voit avec le Canadien, c'est pas nécessairement surprenant. Mais je sais pas à quel point c'est profond, cette blessure-là, de passer si proche de ton rêve. Tu sais, on préparait des médailles olympiques, c'est la même Bien chose. sûr. T'es tellement proche, tu peux presque le toucher. Là. T'es là, et là, c'est fini. J'aurais le goût de vous en jaser pendant des heures parce que j'ai gagné des championnats. Mais j'essaie de le rappeler souvent, puis je le rappelle à mes garçons. J'ai tellement perdu plus souvent que j'ai gagné dans ma vie. Mais pourtant, je suis un champion à jamais. Il s'agit de gagner ce match-là, cette médaille-là, ce championnat-là. J'ai une Coupe Calder, j'ai 2 médailles au championnat du monde junior, j'ai une médaille au championnat du monde senior. Je suis un champion 4 fois facilement, Oui. mais j'ai pourtant tellement perdu plus souvent. Et c'est toujours une perception dans l'adversité. C'est sûr, quand tu es très près de toucher aux grands honneurs, ben c'est que la case suivante, là, elle est encore plus loin. Parce que tu reviens Tu au départ. recommences. Ouais, tu reviens au départ, comme tout le monde, au même point que tout le monde, et avec moins de préparation, fort probablement, pour ce qui s'en vient et qui va être tout aussi ardu. Puis il y a une perception de l'adversité aussi. Moi, je pense que tôt dans une carrière, puis là, je parle du côté individuel, il y a cette naïveté. Avec cette naïveté vient le fait que je me suis rendu une fois, il y a un peu d'acquis, on apprend, on grandit, alors qu'éventuellement, tu comprends que d'être si près, peut-être tu n'y retoucheras plus jamais. Alors, il y a ces Surtout deux dans le contexte perceptions-là. actuel du sport, avec 32 équipes et tout ça. Absolument. Avec La les plafonds parité, budgétaires et tout ça. Moi, l'expérience qui m'a beaucoup frappé, c'est la première Coupe Stanley que nous avons présentée à RDS. La première finale de Coupe Stanley entre Anaheim et New Jersey. Et c'est l'histoire de Jean-Sébastien Giguère qui m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus. Jean-Sébastien avait été fumant pendant toutes les Phénoménal. séries. Tellement phénoménal que dans une cause perdante en finale, il avait reçu le trophée Conn Smythe. Et je me rappelle de l'avoir vu pleurer à chaudes larmes sur la patinoire quand il avait appris qu'il était, particulièrement quand il a appris qu'il était le meilleur joueur de la série et comment il s'est effondré devant tant d'efforts dans une cause perdante. Et je l'avais recroisé dans un tournoi de golf peut-être 1 mois et demi plus tard. Et je lui ai demandé, est-ce que tu t'en es remis depuis 1 mois et demi? Il dit à peine remis. Il dit, heureusement que j'ai eu ma famille, heureusement que j'ai eu tout mon entourage pour venir me chercher à terre, là, puis me relever. Puis il dit, là, je commence tranquillement à accepter, mais il dit, je me sens encore tellement fatigué. Puis c'est pas une fatigue physique, ce sont quand même des athlètes
professionnels. Les athlètes professionnels se remettent en forme des joueurs de hockey à partir du mois de juillet pour une saison qui recommence au mois de septembre. Mais c'était cette sensation qu'il avait. Et je pense que ça vient pas de Pierre Houde, là. Ça vient d'un gardien de but d'élite dans la Ligue nationale, qui aura fini par gagner plus tard. Oui, absolument. Tu dis que c'est pas de la fatigue physique, je pense que c'est une fatigue émotionnelle, assurément, qui devient physique, parce que ce sont des émotions tellement pures. Moi, on parle de ça, là, puis j'ai le souvenir de la finale de la Coupe du Président en 2015, 7e match entre Québec et Rimouski. On est à Rimouski, ça se termine là, Rimouski gagne. Puis d'un côté de la patinoire, t'as l'effervescence, la joie pure, le bonheur, ouais, exactement, l'ivresse. Et de l'autre côté, tu dis les joueurs qui, tu sais, des toughs, là, qui pleurent à chaudes larmes, des entraîneurs qui sont dévastés littéralement, puis on s'entend, c'est du sport, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de drame, et ça a été tellement long, puis dans le junior, c'est des carrières aussi, ce sont des carrières qui se terminent à ce moment-là. Là, les équipes s'en allaient à la Coupe Mémorial, mais quand même, c'est tellement pur, puis c'est tellement profond, j'ai l'impression que c'est drainant pour tous les acteurs qui vivent ça d'un côté comme de l'autre. Parce que le lendemain de veille est aussi vrai des fois pour ceux qui ont vécu l'ivresse. Là. Exact. Des fois, la saison d'après, tu te dis « Hey, c'est les champions en titre, ils vont tenter de reconquérir leur titre. » Puis des fois, ça part vraiment croche. Oui, mais ça part peut-être croche un peu à cause, je dirais pas de la complaisance, mais oui, je vais le dire, une certaine forme de complaisance, alors que dans la défaite, c'est pas la même chose, Marc. Et c'est que tu t'accroches à rien. Il n'y a rien de permanent qui reste par la suite. Puis là, loin de moi l'idée de faire une psychologie à 5 sous, là. Mais moi, je me suis accroché à une entrevue que j'avais vue avec Jean Van de Velde. Jean Van de Velde, vous vous rappellerez, c'est un des perdants les plus notoires de l'histoire du sport. Bien sûr. l'Omnium britannique, raté coup après coup. Et partir d'un champion plus que potentiel, après ce qu'il goûtait, à la risée du sport. Et plusieurs années par la suite, il avait dit... On lui avait demandé, est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Il dit, il n'y a aucun problème à ce que mon verre soit à moitié vide. Et là, je vais rejoindre 2 de mes passions. Il dit, il n'y a aucun problème à ce que mon verre soit à moitié vide. Si c'est un bon verre de Bordeaux et c'est moi qui ai bu la première moitié du verre. Alors, il y a toujours une façon positive de regarder l'adversité. Parce qu'on va s'entendre. À ce moment-là, ça l'a frappé. Mais Marc, il est d'un sport individuel. Ouais. Quand tu es en équipe, comme le Canadien de Montréal en début de saison, avec beaucoup de jeunes joueurs, avec l'absence de leader, vendre ce concept-là, c'est peut-être plus difficile de le faire avec 23, 24, 25 joueurs. C'est que ça doit se faire par l'exemple. C'est le leadership, tu en as parlé, et l'absence de leader rend la tâche gargantuesque. C'est très difficile. Et on sait dans le sport, il y a de bons leaders et il y a d'excellents soldats. Puis quand je dis soldats, je fais attention là, quand j'emploie les termes de guerre ou quoi que ce soit, mais il y a d'excellents joueurs pour suivre les leaders. Ce qui ne fait pas d'eux des leaders eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est un facteur qui a fait mal aux Canadiens tôt dans la saison. En tout cas, si Jean Van de Velde peut se contenter de boire la moitié du verre, alors que tout ce qu'il voulait, c'était atteindre le verre. Oui, ce qu'il n'a pas réussi à faire. C'est beau. Andréane, j'ai l'impression qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour parler, toi et moi, dans le segment qui commence. Parce qu'on... Je pense pas. Ben non, tu sais pourquoi? Ben oui, parce qu'on a 2 gardiens de but. On a 2 gardiens de but. Puis tu sais, 2 gardiens de but ensemble, ça fait un cocktail assez spécial, puis ça fait une bulle assez hermétique. On va-tu prendre un café? On peut aller prendre... Écoute, on a le temps, je pense, d'en prendre 2. Mais c'est un gardien de but, disons, non professionnel. Mais c'est surtout un professionnel de l'humour qu'on adore tous, c'est Jean-Michel Anctil. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour. Et merci d'être avec nous à Ma Parole. Très heureux de te retrouver. Parle-nous, justement, puisqu'on a titillé nos auditeurs et nos internautes. Titille. Parle-nous de cette carrière, entre guillemets, de gardien de but. Une carrière qui est arrivée sur le tard parce que j'ai été joueur pendant toute ma courte carrière de joueur de hockey. J'ai commencé à garder les buts parce que dans la Ligue de l'Union des artistes, à un moment donné, il manquait un gardien. J'ai fait, je vais y aller. Puis j'ai dit, trouvez-moi de l'équipement. Fait que j'ai emprunté de l'équipement à gauche et à droite. J'avais mes patins de joueur, mes culottes de joueur. J'avais trouvé un masque, une mitaine, un bloqueur. Puis j'ai vraiment aimé ça. Tellement, moi je suis un peu impulsif. Quand j'aime quelque chose, je me lance dedans. Fait que la semaine d'après, je suis allé m'acheter un équipement. Puis j'ai commencé à suivre des cours avec Mario Gosselin au 4 glaces, qui m'a donné des techniques de base. Oh, t'as pris des leçons. Je regrette. La fierté de Catherine Mines.
Je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt parce que je suis meilleur gardien que j'étais joueur, puis j'aime ça. Mais là, je te dirais qu'avec le temps et l'âge, les genoux et les hanches commencent à trouver ça dur parce que comme je te disais, je suis un intense, donc des fois, je gardais 5-6 fois par semaine, des fois 2 fois dans la même journée. Je gaulais le matin, je gaulais la fin d'après-midi. Oh. Puis là, ben cette année, j'ai pris ça un petit peu plus tranquille. Hey, Jean-Michel, le début de nos carrières se ressemble. Moi, j'étais novice, par exemple, fait que j'avais 7 ans, puis il n'y avait pas de goaler, mais ça, c'est une autre histoire. Face à part, moi, là, c'est le côté de l'individualité à l'intérieur d'un sport d'équipe. J'ai toujours pris une fierté d'être un gardien, d'être différent, tu peux me le dire, Pierre, si tu veux, mais d'être un bon coéquipier tout de même. Mais d'avoir un rôle qui est comme à part. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans la position? Parce que tu dis que c'est quasiment le coup de foot d'être un gardien de but. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la position? Hein? Hey, ça va peut-être être niaiseux, là. Mais non, ben sûrement, mais en tout cas. C'est l'équipement. Moi, j'aimais les masques de goaler. J'ai toujours trippé. Puis j'aimais le côté, là, la mitaine, le bloqueur. Puis c'est spectaculaire aussi quand tu fais des arrêts, tout ça. Effectivement, c'est le côté... on dit que les gardiens, c'est tous des bébites. Là. Ils ont tous des petits rituels. Ben non. Puis je te dirais que... Ouais, non. En tout cas, moi, je m'inclus dans les bébites parce que j'ai mes petites superstitions. Et t'es toujours là. Faut que tu es toujours sur la glace, faut toujours que tu sois présent. Et j'ai réalisé à certains matchs où est-ce que la game est commencée, mais moi, je suis pas là. Les derniers matchs que j'ai joués avec la Ligue, avec mes amis à Varennes, après la première période, c'était 6-2 pour l'autre équipe. Puis j'ai fait, c'est 6-2. Puis on a gagné... je pense qu'on a gagné 12-7. Oh, après, je me suis réveillé, puis ça mais c'est ça, ce que j'aime de ça, c'est l'équipement. J'aime le côté... je suis très compétitif. Je m'en veux quand j'accorde un but. J'en veux pas à mes coéquipiers. Bon, okay. Des fois, un peu, mais j'oublie vite. Ce sont quoi tes superstitions? Moi, je veux savoir, je suis curieuse. Souvent, j'ai un survêtement que je dois mettre. Puis si je gagne, je vais le laver, puis je vais le reporter. Okay. Même quand tu joues le matin puis l'après-midi, hein? C'est ça? Ouais. Non. Tu fais une brasse entre les deux, quoi? Il y a des bâtons. Il y a un bâton, quand je gagne avec, je vais garder les buts jusqu'à temps que je perde ou qu'il casse. Ouais. Parce que des fois, ça casse. C'est dur à casser, mais ça casse des fois quand on les frappe. Mais c'est ça, ce côté superstition-là. J'avais 2 masques. À un moment donné, j'alternais entre un et l'autre. Puis là, je garde toujours le même. Tu parles de fascination pour les masques parce que, bon, je ne veux pas te vieillir, mais tu as quand même l'âge d'avoir connu les masques pleins, là. Tu me vois venir, le masque de Gilles Gratton, entre autres, qui est fameux. Est-ce que tu as eu une fascination pour cette époque-là, comme plusieurs, dont moi je fais partie? Oui, mais j'ai... plus jeune, on jouait beaucoup au hockey dans la rue, puis j'avais cette espèce de masque-là qui, moi, c'est le masque de Jason, là, qui colle dans le visage, puis que c'est supposé de te protéger, mais quand tu recevais la petite balle orange ou une rondelle molle, ça faisait aussi mal que si tu n'avais pas de masque. C'est juste que ça répartissait la douleur partout au lieu d'avoir juste une place. Au lieu d'avoir un peu dans le front, d'avoir mal partout dans la face. Ouais. Je me rappelle bien, c'est Cheevers qui avait un masque avec plein de cicatrices. Exact. À chaque fois qu'il recevait une rondelle, il faisait un dessin de cicatrice. Exact. Ah oui, je pourrais te dire que si j'avais fait ça dans la ligue de garage où je joue, j'en aurais quelques-unes cicatrices parce qu'on dirait qu'en réchauffement, et ça on le dit aux joueurs, visez pas la tête. Là, t'as tout le temps un qui est puis je l'échappe, puis là t'as une rondelle. Et j'avais vu à un moment donné une image passée sur Internet où il montrait les endroits où les gens lançaient en pratique et tu voyais c'était le visage, dans le coq et sur les épaules, mais tu avais le but autour, il n'y avait aucune rondelle qui allait là, c'est « Ah ouais, on fait mal aux gardiens ». C'est parce que Jean-Michel, moi je voulais continuer sur la notion du sport. La première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était dans un volet sport de Juste pour rire.
Ça fait longtemps, ça, quand même, là. Et mon Dieu, et ça s'appelait Juste Sport Rire, ce volet-là. Et Yvon Pedneau et moi, on avait eu un plaisir fou à l'animer, même si on s'était fait critiquer au premier degré par le journaliste du Journal de Montréal le lendemain matin, qui n'avait pas compris qu'on était un caméo, nous autres, et que c'était pas notre métier d'être drôle, même si parfois on l'est, sans le savoir. Quand on s'y attend, t'es quand même drôle. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. On l'est sans le savoir ou sans le vouloir. Tu avais fait un extraordinaire monologue sur le bowling. Écoute, moi, je m'en souviens encore. J'en ris encore quand j'en retiens des passages. Est-ce que tu gardes encore le sport comme toile de fond pour tes œuvres et pour tes créations? Quand ça donne, j'avais fait quelques blagues à un moment donné sur le golf parce que j'étais maniaque de golf et je jouais beaucoup, puis je racontais des anecdotes. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Pourquoi tu fais pas un numéro là-dessus? » Mais il y avait déjà quelqu'un qui faisait un numéro sur le golf où il faisait un golfeur puis il racontait plein de choses. Fait que j'ai dit « Ah non, ça a déjà été fait. » Fait que, mais il y a des... je m'inspire beaucoup, moi, de mon quotidien. Fait que s'il y a des choses dans le quotidien, que ce soit dans le sport ou dans tout autre domaine, je vais m'en inspirer. Là, j'ai troqué le golf pour le disque golf. Fait que probablement qu'à un moment donné, je vais faire un numéro là-dessus. Mais j'aime le sport, j'aime ça quand ça fait partie de ma vie. Puis si ça peut m'inspirer un numéro. Le numéro des quilles du quilleur que j'avais fait, qui était Gilles Joly, au début, je trouvais ça drôle, les gens qui avaient leur boule, puis qui... prenait ça très au sérieux. Fait que moi, j'avais... Pierre a sa boule, Jean-Michel. Pierre a sa boule de quilles. Eh oui. J'ai recommencé il y a quelques années, aux grosses quilles. Pas les petites. Ouais. Ça change rien, t'as ta boule pareil. Ben oui, je l'ai. Je l'ai. Et je me rappelle quand Jean-Michel parlait de l'équipement de Gilles Joly. Mais la seule chose que j'ai pas, Jean-Michel, c'est le poignet, par exemple. Bon, mais ça va venir avec le temps, tu vas voir, ça va en avoir besoin. Mais tu sais que, anecdote, ce numéro-là, la dernière fois que je l'ai fait, c'est au Club Soda à Montréal. J'ai failli tuer quelqu'un et je n'ai plus jamais fait ce numéro-là à cause de ça. C'est que dans le numéro, je parlais, Gilles Joly présentait sa boule qui avait donné un nom qu'il l'appelait Quillé, mais c'était écrit Killer, mais lui, il disait Quillé. Et c'était une boule qui, je pense, c'était 16 ou 18 livres. En tout cas, bref. Et c'était à mon père, cette boule-là. Puis mon père a des gros doigts. Puis moi... Et il s'appelait Killer? Non. Il y avait du lousse dedans, mettons. Et à la fin, je disais, je vais vous faire une démonstration de lancer. Et là, je faisais un lancer au ralenti. Et là, je dis, maintenant, je vais l'essayer avec la boule. Et là, j'avais montré la vraie boule. Mais ce que je faisais, c'est que dans mon sac, j'avais une autre boule qui était en styromousse. Et je lançais la boule, il y avait un élastique, elle partait, puis après ça, je la ramenais. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le numéro. Et mon chien, l'après-midi, je réalise que mon chien a mangé une partie de la boule. Et là, je ne peux pas faire le numéro. J'ai dit, OK, je vais faire comme je le faisais au début avant d'avoir la boule en styromousse. C'est que je faisais le lancer au ralenti. Puis là, je fais « Hey, what you want en avant? » Et là, je faisais mon lancer. Puis quand j'arrivais en avant, je disais à l'éclairagiste « Ferme les lumières. » Fait que là, le monde va dire « Et là, ce qui est arrivé au Club Soda, j'ai dit « Je vais refaire ça. » J'ai dit « Mais ça faisait longtemps que j'avais fait le lancer. Je vais me lever. » Et là, je fais « Attention, what you want en avant? » Mais là, je me suis donné un élan comme quand j'avais la boule de styromousse. Fait que j'ai fait ça comme ça. Et la boule, j'avais les mains moites, est partie. Et là, ça fait... Et là, ils ont fermé les lumières. Non. Et la boule est tombée entre deux tables, au sol. Si elle tombait sur une table, les verres, ça aurait cassé. Si quelqu'un avait ça sur la tête. Et j'ai vraiment, là, quand ils ont rallumé les lumières, habituellement, je restais sur scène, puis là, je faisais un gag et je sortais. Et là, quand la boule est partie, puis pour moi, là, ça a été vraiment ralenti. J'ai vu ça comme des flashs. J'ai vu la boule partir. Et là, je suis sorti de scène. C'est pas moi. C'est sauvé. Oh non. L'animateur est revenu puis il a fait « Chris, il est fou. »
Et moi, je suis à terre en coulisses. Je ris, mais j'ai peur en même temps. J'ai fait, j'aurais pu tuer quelqu'un et j'ai plus jamais refait ce numéro. Ah, bon, OK. Après, par contre, j'ai repris le personnage où il parlait de la luge. Et c'était dans la tournée Rumeur où je faisais un lugeur. J'arrivais sur une luge, j'avais mon costume de luge. Puis j'ai arrêté de le faire, ce numéro-là, parce que j'étais tanné de mettre le petit costume collant. Le costume moulant, oui. Ben, on va rester dans tes personnages, Jean-Michel, puis c'est le moment où je suis sérieux dans la balado, dans l'émission, c'est le 2 minutes. Oui. Mais je veux te parler d'un des rares personnages qui a survécu à tous tes spectacles, à tous tes numéros, et c'est Rato. Il est là avec toi depuis longtemps. Ouais. Est-ce que tu pensais, initialement, qu'il allait être aussi pertinent en 2021, parler de la différence, de la maladie mentale, et que Rato soit en 2021 peut-être encore plus d'actualité qu'il ne l'était lors de sa création? Non, et je pensais pas qu'il allait avoir cet impact-là. Les personnages qui m'ont suivi, tu sais, bon, il y a eu le premier personnage que j'ai créé, Maxime. Après ça, il y a Priscilla qui a aussi suivi, mais qui a évolué. Mais Rato a eu un impact. J'ai réalisé l'impact de ce personnage-là quand un petit gars est arrivé à la maison déguisé en Rato. Et que j'ai vu dans des bars du monde qui étaient déguisés en Rato, je fais « Ah ben, ouais, je pensais pas que ça allait avoir cet impact-là. » Et le personnage a évolué au cours du temps, au cours des années. J'ai fait un peu une évolution un peu du personnage, bien malgré lui, parce que dans l'avant-dernière tournée, je me suis blessé à la jambe et je pouvais plus courir d'un bord à l'autre puis de faire le fou comme je le faisais actuellement en Rato. Fait que je l'ai calmé un peu et j'ai trouvé que ça lui donnait une vérité un peu plus. Et c'est pour ça que le thème du changement que Rato, il expliquait aussi, il disait que les gens voudraient que je me fasse arranger les dents, que je sois plus calme, que je m'habille plus comme ça. Fait que c'était le regard des autres, comment est-ce qu'ils voulaient changer Rato. Puis là, ben, je déconstruisais le personnage. J'enlevais les dents, j'enlevais le casque, j'enlevais l'imperméable et je redevenais moi. Puis je fais, c'est comme ça que le monde voudrait choisir. C'est qui le cave? Fait que c'est comme, j'aimais ça, ce côté-là de faire, si on se fie au regard des autres, il faudrait tout être pareil, il faudrait tout se changer, mais ça enlève le côté unique de chaque individu. Et Rato, au départ, quand je l'ai fait, ce personnage-là, ce qu'il disait, c'était pas fou. Le monde riait, mais moi, je me disais, ce que je dis, c'est pas grave. Parce qu'il disait, le monde dit ce que je suis fou. La première gag de Rato, c'est le monde dit ce que je suis fou parce que je me parle tout seul. S'ils m'entendent quand je parle, c'est parce que je suis pas tout seul. C'est qui le cave? Ouais. Fait que j'aimais ce côté-là il y a un petit côté, c'est vrai qu'il y a des côtés un peu plus éclatés, puis avec le temps aussi, là, à un moment donné, il courait d'abord à l'autre, puis c'était juste il y avait beaucoup de tics, puis je me rendais compte que ces tics-là faisaient rire les gens, fait que bon, j'en rajoutais, puis moi, je me faisais rire aussi à chaque fois que j'en trouvais un nouveau, puis je voulais faire rire mon équipe technique, parce que les autres, ils voyaient le show 3, 4, 5, 500, 600 fois, même 700 fois avec Rumeur, fait que je voulais les surprendre, puis je voulais pas qu'ils trouvent ça ennuyant, fait que ce personnage-là, je pensais pas qu'il allait avoir cet impact-là. Maintenant, comme tu dis, aujourd'hui, avec les problèmes la perception aussi des gens avec des problèmes de santé mentale, je trouve qu'il y a encore des choses à dire, puis je pourrais réécrire un numéro de Rato qui sera encore d'actualité. Mais tu devances ma question parce que je me demandais, est-ce qu'il peut encore évoluer? Rato, te vois-tu encore avec ce personnage-là pendant jusqu'à la fin de ta carrière, finalement? Je me vois encore, j'aimerais ça le refaire. Si j'ai la bonne idée pour l'amener ailleurs, oui. Tu vois, comme Maxime, j'ai arrêté de le faire à la fin parce que je trouvais que j'avais fait le tour, que c'était le premier personnage que j'ai créé. Même Priscilla, à la fin, je voulais amener autre chose. Fait que je trouvais aussi que j'avais fait le tour un peu. Fait que c'est pour ça que elle aussi, je déconstruis. En fait, elle devenait transgenre. Fait que Priscilla a toujours été un homme, puis que c'est pour ça que j'arrivais plus de costume, mais c'était encore le même personnage, mais c'était moi qui le faisais sans la robe et la perruque. Et c'était plus simple aussi côté mise en scène pour le show. Mais Rato, oui, c'est un personnage que j'aime faire, que j'ai encore du plaisir à faire. Puis il faudrait juste que je trouve la bonne idée, puis que ce soit surprenant. Faut pas que ça soit redondant, puis ça fait « Ah, OK, c'est la même affaire qu'il a fait ». Jean-Michel, justement, je ne veux pas te vieillir encore là, mais tu avances en âge. Ça fait un quart de siècle que tu fais des spectacles. Est-ce que c'est l'évolution logique d'un humoriste d'aller vers un humour un peu plus réfléchi, un peu plus
fort de messages, porteur de messages, plutôt qu'un humour, disons, un peu plus léger au premier degré? Ben, je pense qu'avec le temps, il y a la sagesse qui vient là-dedans. Il faut suivre aussi un peu l'évolution de ce qui se fait au Québec en humour. Si on regarde il y a plusieurs années, l'humour, il y avait plus de personnages, mais le stand-up, proprement dit, plus à l'américaine, a pris de plus en plus de place. On n'était pas obligé de faire un sketch. C'était plus des observations du une ligne, un punch, du one-liner, comme on dit en anglais, qui a pris de plus en plus de place. On le voit aussi avec les humoristes aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Ils ont beaucoup de talent. Ça travaille très fort. Ils rodent leur matériel dans, justement, j'ai le Bordel Comedy Club. C'est l'endroit idéal pour aller essayer des numéros pour se peaufiner. Puis quand tu arrives après ça avec ton premier spectacle solo, ben, les numéros sont rodés au quart de tour. Et la carte de visite est très belle. Avec le temps, j'ai essayé de garder mon côté un peu naïf, un peu enfantin. Je reste un peu enfantin dans mon quotidien, donc j'essaie de garder ça aussi sur scène, puis pour pas me dénaturer non plus. Tu sais, je veux pas que les gens qui m'ont vu en spectacle il y a 5 ans, 6 ans, après ça, ils font « Oh mon Dieu, il s'en va où? Il est rendu, qui nous fait la morale » ou tout ça. Non. Il y a des fois, il y a des numéros où il y a des gens qui vont voir des morales où, à la base, c'était pas un numéro pour faire la morale pantoute. Puis il y a d'autres numéros où j'essaie de passer des petits messages. Le côté enfantin dans ta vie, là, c'est quoi le petit côté gamin au quotidien de Jean-Michel Anctil? Le côté jeu, je suis un joueur, j'aime jouer, j'aime les jeux de société, j'ai un côté compétitif, j'aime le sport, tout ce qui est jeu, on parlait tantôt de disc golf, j'aime ça, j'aime me retrouver en équipe, j'ai parfois un petit côté... Ouais, j'allais dire bébé, mais je vais dire enfantin, là, tu sais, quand ça va pas à mon goût, quand tu perds plein, mais j'oublie vite. Mais c'est ça. Je pense que dans le jeu, dans mon quotidien, est bien, bien important. Puis même dans ma carrière, tu sais, j'ai eu du plaisir à jouer sur scène, j'en ai encore aujourd'hui, puis c'est ce que je veux garder. Je veux avoir du plaisir à faire ce que je fais. Jean-Michel, dans la cinquantaine, tu viens de dire que tu aimes quand les choses vont à ton goût. Est-ce que c'est maintenant rendu un critère pour toi, que ce soit d'accepter un rôle, que ce soit de faire un show, un nouveau numéro, de participer à un événement? Est-ce qu'il faut que ce soit au goût de Jean-Michel Anctil ou si tu as encore autant de plaisir à faire à peu près n'importe quoi et à sortir de ta zone de confort? Ben, je peux me permettre de choisir les choses. J'ai le goût d'essayer des trucs. Je suis quelqu'un qui est assez ouvert. Je vais faire des choses qui... tu sais, il y a du monde qui vont faire « Mais pourquoi tu fais ça? T'es plus là. » Tu sais, comme prochainement, je vais tourner un court-métrage. C'est pas quelque chose, je fais pas ça pour l'argent parce que ça ne l'est pas payant pantoute, mais c'est un beau défi, c'est un beau personnage. C'est drôle parce que tout ce que j'ai fait cinéma, il n'y a aucun rôle comique là-dedans. Tu sais, j'ai fait un chef de moteur dans De Père en flic, j'ai fait un expert en sinistre dans un autre film, j'ai fait un père dont le fils vient de se suicider, j'ai fait un coach de hockey, mais j'ai jamais rien fait de drôle, de comique. Ça serait peut-être la prochaine affaire, mais j'aime essayer des affaires, j'aime choisir aussi. Puis c'est ça, maintenant, c'est qu'au lieu de tout prendre ce qui passe, je suis un petit peu plus sélectif, mais j'ai pas peur de risquer, de faire des choses. Hey, je suis content de t'entendre dire que t'aimes ça, c'est des affaires. Je t'invite d'aller cueillir des pommes. Ça a l'air que là, je trouvais que l'entrevue était un petit peu beige. C'est là que j'ai dû le craquer un peu. T'as remarqué qu'il a parlé des pommes, il n'a pas parlé des bleuets ou des fraises. Hein? Non, mais les pommes. Mais les pommes, trop tard, Jean-Michel, là. Non, c'est pas ça, là. Tu regarderas les gars qui vont avec leur blonde cueillir des pommes, là. Demande-leur combien ça fait de temps qu'ils sont ensemble. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce qu'ils les épater. Après ça, il va plus aux pommes. Il va aller à l'épicerie les acheter, les pommes. Hey, tu vas aller te mettre dans le trafic. Hey, déjà que dans la semaine, tu te fais suer avec le trafic. Tu vas pas aller te faire suer la fin de semaine dans le trafic, puis tu vas aller faire suer le monde qui reste proche des pommes. Ben oui, mais il n'y a rien de plus le fun. 4 heures sur la 640 pour aller vers Joseph-du-Lac. Il n'y a rien de plus le fun de faire le 2 km de montée au Mont-Saint-Hilaire, puis que ça te prenne 1h30, belle conversation avec ta blonde dans l'auto, Jean-Michel. C'est le fun, ça. Oui, tu feras ça dans la semaine. Va prendre le tunnel lundi matin, 6h30. Tu vas l'avoir ton 2 heures. Tu vas pouvoir jaser avec ta blonde.
Hey, va monter le Mont-Saint-Hilaire. Ça, tu peux faire ça. Mais pour y aller, il va falloir que tu pognes le trafic des pommes. T'as le temps de manger la moitié de ton panier quand tu reviens. Oui. C'est une belle activité à faire en famille. Marc vient encore de mettre l'étincelle. Hey, on va parler un peu de sport. Quel genre de consommateur de sport es-tu et comment tu consommes de sport et qu'est-ce que tu consommes? Je consomme beaucoup de sport. J'aime le football. Football canadien, je sais, je suis un des rares parce que j'ai pas d'appartenance au football américain. Non, mais ça, on revient de plus en plus. Les Alouettes sont en train de nous ramener. Hey, toi, le premier, tu commences à les suivre à nouveau. Un petit peu. Bon, ouais. Excuse-moi, Jean. Moi, j'ai suivi beaucoup les Alouettes. J'aime le football. Ben, j'avais des amis aussi qui jouaient pour les Alouettes, donc j'aimais suivre leur carrière. Mais le football américain, j'ai pas d'appartenance. J'ai pas de. Bon, oui, il y a du Vernier Tardy, mais tu sais, j'aimais les Saints avec la fleur de lys parce qu'il y avait une fleur de lys sur le casque. À part ça, le hockey. Je suis un maniaque de hockey. J'ai toujours été maniaque de hockey. Des fois même trop. Moi, je suis un gars de Québec, donc j'étais nordique. Et quand il y avait Canadien nordique, des fois, je faisais de la haute pression. Il fallait que j'aille sorte dehors, j'aille marcher parce que... non, je pognais les nerfs. Et voilà le lien avec je pognais les nerfs après les commentateurs. C'est toujours la faute des commentateurs, tout le temps. Non, parce que je les trouvais partisans, puis ça me fâchait, parce qu'on faisait, on a fait trébucher un joueur du Canadien, mais un joueur des Nordiques, il tombe. Eh non, il tombe pas. Ils l'ont fait trébucher aussi. Puis quand un joueur du Canadien plaquait un joueur des Nordiques, puis il était blessé, il est tombé. Puis quand c'est un joueur, quel coup salaud. Hey, là, ça me craignait. Fait que là, je me suis rendu compte que la rivalité aussi entre, quand tu le sais, entre les commentateurs étaient là autant des Canadiens que des Nordiques. Il y a eu des bagarres sur la passerelle du Colisée. Fait que j'aime le hockey, j'aime cette passion-là de cette compétition-là qu'il y avait entre Québec et Montréal. J'écoute un peu le golf, mais souvent, tu sais, c'est les fins de semaine, la finale, le dimanche après-midi, puis quand il fait beau, j'ai pas toujours le goût d'être dans la maison à écouter le golf, mais des fois, je vais enregistrer puis je vais écouter un peu. Et pour te montrer comment je suis maniaque, à l'époque, j'enregistrais le football, je voulais pas savoir le score, et j'avais sur VHS, j'avais une télé avec un VHS intégré à la télé, puis je m'installais dans l'auto avec mes techniciens conduisaient. Moi, je m'installais derrière, j'avais une chose pour brancher le courant. J'écoutais les matchs de football. Je faisais un Elvis Gratton de moi-même. La game Les Alouettes contre les Argonauts. Quel autre sport que j'écoute? Hey, Jean-Michel, laisse-moi te poser une question vite comme ça. Moi, j'ai été le premier choix des anciens nordiques, fait qu'il y avait un petit goût amer peut-être dans tout ça. Toi, tu as eu le cœur brisé quand en 96, ton équipe des Nordiques a gagné la Coupe Stanley sous le sceau de l'Avalanche du Colorado? Non, j'ai pas eu le cœur brisé parce que pour moi, c'était pas les Nordiques. Parce que Patrick Roy n'aurait jamais été échangé à Québec. C'est un gars de Québec. Mais oui, ça m'a fait de la peine un peu, mais ça n'aurait pas été le même scénario s'il était encore à Québec. J'ai cherché longtemps une autre équipe après pour être partisan d'eux. Il y a eu les Flyers que je prenais parce que j'aimais le côté rough des Flyers. Et après, je suis devenu partisan du Canadien parce que c'était l'équipe qu'on avait au Québec. J'ai rencontré des joueurs aussi, donc je me suis lié d'amitié, puis j'ai appris à aimer le club, puis maintenant, je suis un fan, même si ça va pas très bien présentement. Est-ce que tu te vois changer d'allégeance? Mettons là, que les Nordiques reviendraient à Québec. Là. Admettons que ça arrive. Là. Je vais prendre pour les Nordiques et je vais continuer de prendre pour le Canadien. Puis quand ça va être Canadien-Nordique, si je suis à Québec chez ma mère, je vais devoir prendre pour les Nordiques parce que je pourrais pas rentrer dans la maison. Mais je pense que je vais être partagé, dépendamment du club. Je pense que ça va être comme ça. On a fait facilement beaucoup de parallèles entre ceux qui performent, je vais utiliser le terme. Vous êtes des gens qui devez
en performance, être à la hauteur, toujours en direct, comme un athlète, que ce soit un athlète individuel ou un athlète d'équipe. En tant qu'athlète d'élite, je vais aussi répondre en tant qu'humoriste. Oui, surtout. Oui, il y a des périodes où est-ce que tu te remets en question, où est-ce que, à un moment donné, tu fais, voyons, il me semble que j'ai perdu quelque chose. Et pourtant, c'est le même. Tu sais, les joueurs de hockey, c'est le même sport, ils font la même chose, le même but, c'est d'aller compter. Nous, tu refais le même spectacle, tu veux que les gens rient, puis là, tu fais pourquoi ce soir, ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est facile de blâmer le public, de dire, ah, OK. C'était pas une bonne foule. Ouais, c'est ça, mais non, des fois, c'est dans l'énergie, des fois, c'est des petits détails. Le rythme est bien important, et des fois, quand tu vas en faire trop, tu te perds. Puis je pense que c'est un peu comme ça au hockey. Quand tu veux trop en faire, ben là, tu te cherches des partout et c'est pas facile. Mais j'ai pas de longue léthargie comme les joueurs de hockey peuvent en avoir peut-être sur une semaine, 2 semaines, des fois 1 mois. Non, j'ai été quand même assez chanceux de ne pas avoir à vivre ça. Jean-Michel, c'est terminé, mais je te propose 3 invitations. Tu vas aller regarder un match de football avec Andréane. Oh oui! Tu vas venir jouer une partie de quilles avec moi. Puis tu vas aller cueillir des pommes avec Marc. Ouais, voilà. Les invitations sont lancées, j'aime 3 ça. dates. Je pense que je vais opter pour le football. Oui, tu vas voir, ça va être bien le fun. Jean-Michel, après, j'irai jouer au quai. OK. Puis je vais tellement être fatigué, malheureusement, je pourrais pas aller au pommes. C'est bien de valeur. Jean-Michel, t'es tellement fin, tellement gentil. C'est vraiment généreux de ta part d'avoir été avec nous. On est très fiers de t'avoir eu à Ma Parole. On a hâte de te revoir en personne, mais on a hâte de te revoir sur scène aussi. Et dans tes films, et dans tes projets de cinéma aussi. Court-métrage pas payant. Court-métrage pas payant. C'est comme Ma Parole. On fait ça par passion, mais c'est pas payant. Voilà. Salut Jean-Michel, merci. Salut. Voilà, c'était notre conversation avec Jean-Michel Anctil. Nous allons maintenant vers cette pause publicitaire. Ma Parole est une présentation de Subway, où vous pouvez déjouer votre faim avec des délicieux repas facilement préparés. Et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway, manger frais. Oh, bravo. Chez Subway, il n'y a pas de choses aux pommes. J'adore! Ouais, c'est intéressant quand même d'entendre des humoristes, mais on les voit toujours sur scène, puis on les voit en performance, puis on les imagine en quelque sorte. Ce que je trouve extraordinaire est leur générosité. Ils se dévoilent beaucoup plus tels qu'ils sont, et il y a des choses très profondes qu'on peut retenir de ça. Il y a tellement de liens à faire avec le domaine sportif et de la performance. Oui, la performance, cet univers magique de la performance, ce sera un de nos thèmes éventuellement que je vous propose. On peut l'étendre à toutes les sphères de la vie. C'est pas parce que, écoute, il y a des gens qui sont dans une salle de conférence ou dans un bureau, à leur cubicule ou à leur table de cuisine de ce temps-ci, qui doivent performer eux aussi. Mais je vais aller plus loin que ça. Moi, je suis même performant dans mes loisirs, dans mes temps libres. Bon. C'est quoi, t'es meilleur que nous autres? Tu passes ton temps mieux que nous autres. Non, mais puisque j'en parle... Ça va, Marc, tu correct? Oui, je suis performant dans mes loisirs. Donne-lui un petit coup de pied. Là, Jean-Michel veut pas venir cueillir des pommes avec moi. T'es fru. Ça va nous prendre une petite camomille, ici, je pense. Non, mais tiens, puisque j'ouvre le sujet, je vais me permettre de vous proposer mon premier coup de cœur de passe-temps. Je suis cruciverbiste. Oh. Pardon? Je suis cruciverbiste. Je suis tellement désolé. Ça se soigne. Il fait des mots croisés. Oui, je fais des mots croisés. Bon, voilà. Mais je fais des mots croisés en compétition. En fait, avec un esprit compétitif. OK. Bon. Tu fais pas un tournoi de mots croisés. Non, mais c'est parce que quand tu vas, exemple, sur la Presse Plus, sur la tablette, il y a un petit chrono. Le Devoir, la même chose. Il y a un petit chrono, puis tu veux le faire le plus vite possible sans aide. Donc, tu ne veux pas valider tes réponses, tu ne veux pas te faire révéler une lettre. Non. Et donc, je l'ai fait comme ça. Mais j'ai vécu encore beaucoup plus amusant que ça et beaucoup plus compétitif que ça. Quand Carbeau était entraîneur-chef du Canadien, Carbeau était un maniaque de mots croisés aussi. C'est vrai? Et là, on s'assoyait dans l'avion tous les deux, à l'époque où la presse était papier. On prenait la section des mots croisés, l'intercroisé et tout ça. Et là, sans se le dire, c'était le premier qui finissait. Et là, Carbeau, quand il terminait le premier, tu sais comment il est? Il a un humour assez particulier, Carbeau.
Il s'en allait à la salle de bain en l'avant de l'avion, puis il me lançait le journal. « Tiens, j'ai fini avant toi, pas bon. » Alors, c'était... Tu vois, même dans mes passe-temps, j'ai un côté compétitif, mais j'adore les mots croisés, le sudoku aussi, mais le mot croisé particulièrement. Moi, j'en ai déjà fait beaucoup des mots croisés, mais j'avoue que là, avec le chronomètre, là, tu me clenches parce que c'est trop de pression. Mais il n'y avait pas de chronomètre dans la presse papier, par exemple. Non, c'est vraiment ça, la tablette qui parle. Non, mais j'en ai déjà fait beaucoup des mots croisés, plus que le sudoku. Moi, je suis plus une fille de lettres que de chiffres. Le sudoku, c'est correct, mais ça, je viens facilement mélanger. Puis tu fais quoi ces temps-ci, comme passe-temps? T'as pas le temps? J'ai pas beaucoup de temps pour les passe-temps, mais quand j'en ai... OK, qu'est-ce que tu fais comme passe? Je lis. J'aime beaucoup la lecture. Je lis énormément. Comme beaucoup de monde, j'ai beaucoup de livres à la maison qui ne sont pas lus. Okay. C'est ma bibliothèque. Mais ça décore bien en 2021 comme background zoom, c'est parfait. C'est ça, mais quand je veux me changer les idées, là, roman policier, c'est là que je décroche complètement. Parce que j'aime les séries policières, mais à un moment donné, une fois qu'on a regardé tout le hockey, tout le football et tout le reste, faut que je ferme la télé, là, ça suffit. Fait qu'un bon roman policier, je peux me plonger là-dedans, puis quand je suis partie, je peux clencher ça en une fin de semaine. Moi, c'est pas qu'on sait pas long. As-tu lu les Agatha Christie, les Hercule Poirot? Ben, j'ai commencé avec ça il y a longtemps, mais là, je suis plus dans le Michael Connelly, le Joe Nesbo. Martin Michaud vient de sortir un nouveau livre. Ça, c'est la série Victor Lessard. Là, si jamais vous voulez des polars québécois, merci du tuyau. Martin Michaud. Tu dévores chaque chapitre, là? Oui, absolument. Je pourrais te prêter les premiers Martin Michaud, je les ai. J'aimerais ça. Non, mais David... je vais aider les auteurs québécois. Je vais les acheter. Ah oui, c'est encore mieux. David Baldacci, moi, j'ai été accroché. C'est peut-être plus intrigue politique, mais c'est un de mes grands regrets. On a du temps quand même sur la route. Hein? Puis c'est sûr qu'on travaille énormément, puis dans l'avion, on va en profiter, mais je ne lis pas assez. Une année de ma vie à Norfolk, où j'étais misérable, j'étais tout seul là-bas à l'hôtel, j'ai lu énormément, puis je pense que j'étais une meilleure personne. Alors ça, c'est peut-être un effort que je devrais faire, mais moi, mes passe-temps, c'est ailleurs. À part aller aux pommes. Ouais, non, mais on fait des farces avec ça, mais le plein air, puis ça, c'est grâce à Marc-Josée, c'est grâce à ma femme, le plein air. Puis je pensais pas que de monter des montagnes, ça pouvait être aussi le fun que ça, puis aller faire de la randonnée pédestre, puis aller courir. C'est pas du gros trail, là, c'est pas du 42 km, mais c'est s'oxygéner. C'est thérapeutique, ça. C'est thérapeutique, absolument. Puis je trouve, en tout cas, là, que par les dernières années, là, les 2-3 dernières années, j'en ai eu grandement de besoin, que ce soit pour... comme exutoire, échappatoire ou simplement pour décrocher, parce que ça va à 150 000 à l'heure. On a beau courir, on ne court pas à 150 000 à l'heure dans le bois, puis je n'amène jamais mon téléphone. Maintenant, avec une montre, avec l'Apple Watch, c'est parfait. Je ne peux pas être rejoint, mais j'ai quand même mes données, puis si jamais il y a une urgence, je vais le savoir quand même. Alors moi, c'est dehors pour l'instant, le passe-temps, mais... C'est un grand regret de ma vie. J'aimerais ça le lire plus souvent. Mais tu sais, hein, j'ai l'impression que tous les internautes qui nous regardent présentement, je suis convaincu qu'il y a une majorité de gens qui disent « Hey, on est comme ça, nous autres aussi. Ben, » On devrait tellement se donner du temps. On devrait mettre ça dans les agendas. On devrait l'inscrire, la case. Exactement. Et pour soi-même, d'abord et avant tout, même si on est en couple, même si on est père de famille ou mère de famille, se l'imposer dans son agenda. Et pourtant, on n'a pas cette discipline-là. On a la discipline de mettre tous nos rendez-vous et toutes nos obligations professionnelles. C'est difficile de ralentir. On est dans une société de performance, puis cette performance-là, on l'amène partout. C'est anecdotique, là, ton chronomètre avec le mot croisé, mais c'est quand même symptomatique de ça, de dire on est constamment en train de se challenger. Je voudrais lire un livre, mais j'ai pas tant de temps que ça. En tout cas, on est toujours. Ralentir, c'est difficile. Et là, je vais être cordonnier mal chaussé parce qu'on fait une balado. Décrocher des écrans, c'est difficile. Et les écrans nous amènent à un rythme effréné, à un afflux d'informations, on est toujours sur nos téléphones, la télé. Ça fait partie de ça. Je veux pas avoir le mot de la fin, mais dans le fond, il faut se challenger à ne plus se challenger. Ouais. Oh! Écoute, puisqu'on parle de ne pas avoir de temps sur cette belle parole philosophique, on n'a plus de temps. Bye. Ma parole. OK, bye.